vidéo, nouvelle présentation. Cette fois je continue, j'arrive sur la fin de ma collection physique de Delta Green avec le Ender's Glide qui est un peu le gros bébé. Et je le fais un petit peu avant qu'Aquileos fasse son Kickstarter en français parce que ce livre-là, vous aurez dans pas très longtemps le PDF en français. Donc je me dis autant battre, le faire tant qu'il est chaud et essayer d'en finir malgré les petites choses que je peux avoir chez moi en ce moment. Alors, c'est un bouquin qui est assez important. Vous avez vu les mastocs, hein, il y a pas mal de pages, avec comme toujours dans la nouvelle version de Delta Green, le contenu est très épuré, la mise en page est vraiment chouette. Et dans ce livre-là, on va trouver donc toutes les informations pour le handlers. Donc le handlers, c'est la personne dans un case handler, c'est quelqu'un qui par exemple vous donne les informations d'un dossier quand vous commencez une mission. Enfin, si vous êtes, je sais pas, agent du FBI, le handler, c'est la personne qui vous donne toutes les informations que vous avez pour parvenir à réaliser les missions, le briefing et compagnie. C'est un gros truc, comme vous voyez, il y a quand même pas loin de 368 pages, ce qui n'est pas petit. C'est donc le handler, c'est le nom qui est donné pour le maître du jeu dans Delta Green, la nouvelle version. C'est quelqu'un qui va donc bénéficier de ce livre parce qu'il y a toute l'historique. Comment aborder. C'est que du contenu. En fait, il n'y a pas de règles. Il y a un tout petit peu de règles, notamment sur du contenu de magie. Mais sinon, c'est essentiellement de l'historique. Donc, comment gérer les ennemis, donc un bestiaire. Et éventuellement, il y a un petit scénario à la fin, ainsi que vraiment toute l'organisation du monde, le lore, si on veut être un peu cracra. Donc, commençons. Encore une fois, donc, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a tellement de trucs. Donc l'intro, c'est juste voilà, ce que je vous ai dit, c'est le pitch. On présente Delta Green, on présente comment plus ou moins on va jouer Delta Green. Il y a beaucoup de petits post-it jaunes qui sont des notules assez importantes et un paquet d'illustrations par Denis Detwiller, qui est l'un des principaux créateurs de Delta Green. Et on vous dit très rapidement voilà, les enjeux, qu'est-ce que vos joueurs vont faire. Le schisme entre les Outlaws, donc les hors-la-loi et le programme, qui est au cœur de la nouvelle version de Delta Green, qui n'existait pas dans la seconde édition. Le unnatural, donc enfin, c'est le surnaturel, grosso modo, c'est les menaces et le mythe, en fait, concrètement. Je ne sais pas dans quelle mesure il y avait des histoires de droit, parce que des fois, il y a pas mal de monstres qui sont donnés tels quels, avec leur vrai nom, et d'autres trucs sont un peu cachés. Sachant que le unnatural, c'est pas juste, enfin, c'est le mythe, mais il y a aussi des nouveautés qui ont été mises en place, des monstres, en fait, complètement originaux. Pas dans ce bouquin-là, forcément, mais plus ou moins des espèces de créations secondaires. J'en ai parlé dans les bouquins de scénario que vous avez vus. Je pense notamment à la campagne God Teeth, donc les mâchoires du dieu. Et le dieu n'est pas vraiment défini comme étant un dieu vraiment Lovecraftien. C'est censé être Sekhmet, qui était une sorte de déesse sanguinaire. Mais ça peut être juste un avatar. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, on vous explique vraiment très rapidement les fondamentaux de ce que signifie vraiment être un MJ, mais ça, bon, voilà, vous connaissez. Ce qui est pas mal, c'est qu'après, il y aura beaucoup plus de... Donc, ça ira plus en détail dans le dernier chapitre. Ensuite, on a comment introduire vraiment des joueurs avec... notamment le briefing, parce que tout l'intérêt en fait, de Delta Green, sa grande force dans les scénarios, c'est que les introductions, en général, sont très rapides pour les joueurs. Un exemple de jeu, bon, ça vous connaissez. Et ensuite, on arrive vraiment au très gros chapitre. Je crois que ça prend quasiment la moitié du bouquin. Qui s'appelle Le Passé. Donc, comme vous le savez, Delta Green, c'est une organisation secrète dans le gouvernement, mais qui a eu beaucoup de versions différentes. Et alors, tout le chapitre est un peu comme ça. Alors, au début, au début, vraiment, il y a l'introduction sur la genèse, mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, c'est ça. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Vous avez une fresque, enfin, vous avez une chronologie qui va vous donner tous les événements notables sur quasiment 100 ans, parce que ça commence quand même dans les années 20 et ça finit dans les années 2010. Et à chaque fois, vous avez des gros plans qui sont faits sur soit les organisations, donc il y a un petit texte, soit ce qu'ils appellent la désinformation, qui est en fait des focus sur l'élément qui est relié à la chronologie. Donc Delta Green, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui a été créée par un assaut conjoint de la Navy et de l'IRS, si je ne dis pas de bêtises, qui vont attaquer Innsmouth, sous l'ordre en fait, potentiellement en fait, du PJ, c'est-à-dire qu'il y avait une vieille campagne qui s'appelait... je crois l'évasion d'Innsmouth dans le bouquin, dans la vieille version de Descartes. En fait, il y a un assaut qui est fait. Cet assaut, vous le retrouvez aussi dans le jeu vidéo qui s'appelle Dark Corner of the Earth.
Et donc suite à cet assaut-là, il y a plein d'hybrides qui vont être mis sous tutelle, il y a plein de monstres qui vont être tués, qui vont être trouvés, des artefacts, et tout ça en fait le gouvernement va dire bon, on va créer une sorte d'opération militaire, un bureau spécial qui s'appelle, je crois que c'est la Chambre Noire, qui va s'occuper en fait vraiment d'investiguer toutes à la fois ce qui se passe à Innsmouth et potentiellement le reste. Et donc quand je vous parle de les notules, donc là on vous explique un peu l'histoire d'Innsmouth, notamment la marque d'Innsmouth, le masque d'Innsmouth, avec et sur les grands, enfin les profonds, un petit élément. Et ça c'est fait sur c'est la raison aussi pour laquelle ce chapitre est extrêmement gros, c'est parce qu'il n'y a pas que la chronologie, à chaque fois il y a vraiment beaucoup de points d'information sur Delta Green, mais aussi sur les menaces qu'il peut y avoir autour. Donc, fait cette chronologie, il y a quand même une espèce d'explication un peu plus simple, en fait, plus classique avec des paragraphes, donc comment la Chambre Noire devient après le bureau P4, qui va être lié au paranormal, à la parapsychologie, qui est un peu la protogénèse de Delta Green. Donc des petites infos. Donc Threat Matrix, c'est pas autant des informations, donc les fiches jaunes, c'est pour vous donner un ordre d'ensemble sur des éléments de scénar, autant les fiches roses, c'est pour regarder les ennemis. Donc là, on vous explique un peu comment jouer un bon profond. Donc on continue sur la fresque, comme je dis, je vais pas tout lire, mais on vous explique aussi tout ce qui se passe dans le monde, puisque Delta Green n'est pas la seule organisation dans le monde qui va lutter contre le surnaturel, il va y avoir aussi les Russes avec le GRU, et notamment Pisces, qui est en Angleterre. Je crois qu'on continue, donc ça c'est les Yanhos sur les espèces de monstres, abominables hommes des neiges. On arrive début Karateka où les Allemands vont commencer à utiliser. Donc la Karateka, c'est une organisation nazie et néo-nazie ensuite qui a destination en fait à faire avancer la cause du Reich. Une fois que le Reich est détruit, ils vont essayer en fait de ressusciter Hitler, en fait qui est sous la forme, qui est Nyarlathotep, qui les manipule. Les serviteurs de Glaki, donc on a la société, la fraternité de l'océan, qui sont des gens qui vont je crois, non, eux ils vénèrent Cthulhu, mais bon voilà, vous reconnaissez un petit peu ça. Tout est très très long, donc voilà, là on vous explique un petit peu la relation entre Pisces, GRU, SF8, donc les Russes, et la Karateka. Et ça, c'est un autre truc assez important, c'est in the field, qui sont les atouts en fait pour vous donner des éléments de jeu en fait. Alors, on a parlé des monstres, on a parlé de l'explication du lore, mais ça c'est vraiment des conseils pratiques pour si jamais vous voulez faire une campagne particulière. Par exemple, donc le Crucible Campaign, donc le Crucible c'est l'Anator, ou l'Athanor, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais en anglais c'est la genèse en fait. Le Crucible of Life, c'est le berceau de la vie. Donc l'idée c'est la campagne berceau, c'est vous jouez au tout début de Delta Green, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc qu'est-ce que ça implique, comment ça se passe, il y a pas mal de choses jusqu'en 1942. Sachant que Delta Green n'a pas encore la forme qu'elle a là, la technologie est beaucoup plus ancienne. Donc on continue vraiment avec toutes les choses sur la Seconde Guerre mondiale. On arrive donc des informations sur Nakoting et Tulle qui sont un peu les recherches que font les Allemands pour essayer de trouver l'espèce de cité légendaire. Donc ça c'est toujours des petits outils. Donc par exemple l'espèce de la guerre en fait secrète où chacun essaie d'acquérir la lance de Longinus, enfin tous les espèces d'artefacts un peu étranges. Comme je dis, c'est pas un petit chapitre, c'est vraiment très très long à lire. Le Project Rainbow, donc c'est marrant, c'est un navire qui utilise un résonateur Tillinghast, donc si vous vous rappelez au-delà de la nouvelle, qui permet en fait, mal utilisé, qui a permis en fait aux gens de voyager dans le temps, et donc en fait le vaisseau disparaît, le navire disparaît, se retrouve perdu dans le temps et l'espace, sauf un des mecs qui arrive à voyager dans le temps. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Enfin, dans l'original, c'est vraiment très, très rigolo comme chapitre. C'était dans Eyes Only, si je ne m'abuse. Donc, Gotterdamung, donc c'est le Gotterdamung, pardon. C'est la dernière opération de la Karateka quand la guerre est en train d'être perdue. Il essaie d'invoquer Astathot, ça marche pas parce que tout le Delta Green les contre. Nos amis les ghouls, donc ça c'est les ghouls. Il y a tout un truc avec les ghouls en Russie et Staline qui est assez glaçant, je vous laisserai lire. Enfin, je pense pas qu'il s'attarde trop dessus, mais dans Countdown c'était assez important. La campagne Majestic, en effet, la date clé qu'il y a à retenir après la Seconde Guerre mondiale, c'est Roswell. Donc le crash de l'avion, enfin de la secoupe volante à Roswell, fait apparaître les Greys. Les Greys sont en fait des marionnettes biomécaniques qui sont utilisées par les MIGO pour communiquer avec les humains. Les Greys rentrent en contact avec des gens du gouvernement. Le gouvernement met en place Majestic, qui est une sorte d'organisation dédiée à la communication, la compréhension, l'utilisation
euh, donc des grès et de toute la technologie qu'ils vont leur fournir. Puisqu'ils leur donnent les grès pour dire bah, vous nous laissez faire. En gros, ils torturent des humains, puis ils les enlèvent, quoi, c'est des nigauds. Les grès leur donnent un bouquin avec plein de formules de choses qui va leur provoquer plein d'emmerdes et qui va leur permettre aussi d'augmenter la technologie. En fait, on part du principe dans Delta Green que certaines des technologies qu'on a découvertes sont potentiellement liées à cet échange d'informations avec les grès. Et donc Magic List 12 devient un truc énorme avec beaucoup de pouvoir. Mais Delta Green, lui, existe toujours. Et donc on entre dans une nouvelle phase de la guerre froide. Donc on vous dit comment jouer un petit peu la guerre froide avec ce que ça implique face aux Russes, évidemment. Hop, hop, hop. Alors les Konian, c'est particulier, c'est une espèce de grand mec très très grand qui peut faire 4 mètres, qui peut rapetisser une espèce de créature troglodyte qui vit sous terre. Le scénario de fin dans ce bouquin, parce qu'il y a un scénar à la fin, est basé sur les Kunian. Moi je les connaissais pas, après ça vient d'une petit truc. L'inner Space, je sais plus exactement ce que c'est, il y a beaucoup de trucs. Je crois que c'est un test de Madjective. Donc ensuite on a une réorganisation parce que Kennedy arrive. En fait c'est vu que c'est des organisations gouvernementales, elles sont forcément liées aux différents gouvernements, et jusqu'à Kennedy, je crois, Delta Green était plus ou moins connu. En fait, ils vont être changés pour être utilisés notamment hors des États-Unis, c'est là où va arriver la tragédie. On vous décrit le comité exécutif, il y a deux noms qui sont assez importants, Dr. Joseph Camp, qui est un peu le vieux monsieur sage, enfin qui dira le vieux monsieur sage de Delta Green, et Fairfield, qui est un peu le grand général en fait. Eux, ils vont avoir des destins assez tragiques. Il y en a d'autres. Hein. Après, c'est pas mal parce que si vous voulez jouer à cette période-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je sais qu'il y a un bouquin qui s'appelle La chute de Delta Green qui était sorti, mais personnellement, j'ai jamais lu. Donc, on arrive les chochos, les machins. On arrive au Vietnam. Aldis, donc l'un des avatars d'Iratotep potentiellement, qui dirige la destinée, qui arrive dans les années 70 à New York. Sorte de club branché qui est à la fois le lieu où il y a une cabale de sorciers qui se pointe. La chute de Delta Green, en gros ils arrivent au Vietnam, ils s'allient plus ou moins sur place, il y a des massacres avec des chochos, c'est un cauchemar, il y a plein de gens qui sont massacrés, des innocents, et donc le gouvernement dit stop, Delta Green c'est fini. Donc Delta Green dit quand même fuck it, on va, Fairfield, Camp et les autres commencent à se contacter en disant bah non, on en a à foutre, nous on va continuer parce que notre but c'est de protéger les citoyens américains. Ce qu'on appelle la période des cow-boys. Où les mecs, j'adore cette expression, enfin, en français c'était dans la vieille VF c'était franc-tireur, c'était pas cowboy. Mais l'idée c'est qu'on arrive, hop là, on y va à fond les ballons, ça dure jusqu'au milieu des années 90, on se cache, personne ne veut savoir ce qu'on fait, mais ils y vont comme des bourrins, et c'est vraiment les cowboys quoi. Donc ils essaient de sauver, tout en essayant d'éviter pas tellement Magic 12, mais le gouvernement américain, ils font un peu leur truc dans leur coin. C'est assez violent, mais il y a aussi de très belles histoires. On vous propose de le jouer. Alors la fameuse campagne de destinée, pourquoi pas. Donc en gros, si vous voulez lutter contre la destinée, on peut organiser une sorte de campagne, sachant qu'Elsis, c'est tout, il est question de balèze, les gens disparaissent, c'est assez particulier. Ce bouquin aussi, il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a une grande promesse qui a été faite par Dennis Detwiller, qui est de dire que entre la V1, donc le Delta Green Descartes, le vieux, où il y avait la 40K, où il y avait la destinée, où il y avait des ennemis en fait assez récurrents, et la V2, dans la V2, tous ces ennemis ont disparu. On va avoir une chronologie, ils vont disparaître. Et alors, c'est des choix qui sont faits. Et Detwiller a dit, vous inquiétez pas, on va faire des campagnes qui existeront pour jouer en fait la chute de la 40K notamment. Et donc, c'est un peu dommage parce qu'en fait, vous allez avoir une chronologie. On va vous expliquer au fur et à mesure tout ce qui se passe. Disparition de machin, assaut sur la 40K, puis en fait, tu ne le vis pas, donc c'est un peu... Il y a un gros trou entre la V1 et la V2, ce qui est normal. C'est quand même... la V1 est sortie au milieu des années 90, la V2 est sortie en 2016, donc il y a eu le temps de faire plein de choses. Mais c'est bien qu'ils aient fait une sorte de table rase aussi. Il y a des choix qui sont assez couillus par rapport à d'autres jeux où ils font des V1, des V2. Et là, ça a vraiment un sens. La cité sans nom. Fairfield, donc en 94, Fairfield se fait tuer et tue beaucoup d'agents du Magic 12, putain, je vais y arriver. Et il se fait dézinguer par Adolphe Lépus, qui était le gros méchant, qui est l'homme à la cigarette, en fait, le méchant assassin de Magic 12. Et à ce moment-là, Joseph Camp réalise qu'il faut qu'il change de Green. Et c'est la première période, donc c'est là un bouquin, une extension qui s'appelle La Conspiration, qui sortira peut-être en français, qu'ils ont refait, donc qui est la V1 en gros, qui vous explique en fait qu'on joue Delta Green sous forme de société secrète, avec des cellules, la cellule A, cellule B, donc agent Alphonse, agent Albert et compagnie.
On ne sait jamais en fait les noms des autres mecs des cellules. C'est très X-Files, c'est très années 90. N'oubliez pas, hein, Delta Green, c'est le Zeitgeist années 90. C'est rigolo parce que Death a toujours dit qu'ils avaient commencé à bosser sur Delta Green avant X-Files, mais je peux pas. Enfin, c'est le Zeitgeist, quoi. C'est l'esprit du temps. On ne sait pas. Il y a quelque chose qui fait que tout le monde à un moment va commencer à faire un petit peu. Il n'y a pas forcément de repos, mais tout le monde commence un peu à bosser sur les mêmes choses. Et je pense que c'est lié à beaucoup de trucs. C'est lié à la fin. À la chute du mur de Berlin, au fait que les gens ne croyaient plus au gouvernement, c'est-à-dire qu'il y avait tellement eu de scandales avec Nixon et compagnie que les gens étaient désabusés. Et donc il y avait un ressort New Age, du spiritisme, de l'ésotérisme, qui fait que voilà, les aliens, les conspirations, ça tombait un peu sous le sens. Et je pense qu'il y a pas mal quelques mecs assez visionnaires comme Chris Carter, Dick Villa et compagnie, qui ont vu un peu tout ça là-dedans. Donc là, les Greys, les Migos, ça c'est vraiment au cœur de la V1, Joseph Camp, le Hugo, donc les planètes un petit peu au-delà. Donc là, on arrive vraiment sur la période de Delta Green grand classique. Et là, on commence à entrer dans la grande campagne qu'on n'a jamais vraiment eue, en fait, qui est la guerre entre Delta Green et Majestic 12. Où, en gros, après avoir défoncé Fairfield, et arrivé une sorte de cessez-le-feu, on va dire, ça commence à monter, Delta Green se remet en route, et il y a clairement un moment où les deux forces vont se rencontrer en puissance, puisque Delta Green, eux, ont deviné que les Grèces sont néfastes, quoi. Les Chochos qui ont changé, donc Tiger 30, c'est une coopération qui est mise dans un des bouquins, je crois que c'est Countdown, en gros, les Chochos viennent en Amérique, et ils font des trucs assez dégueulasses, ils font passer de la drogue forcément te permet de faire des chiens Dalos, ils bossent avec un culte qui est une société scientifique qui utilise le lait de Shuni Yurat pour faire des trucs dégueulasses, bref. La fin des destinées, donc comme je disais, un pouf mystère, la destinée avec Aldis disparaissent. Et enfin, la fin de cette guerre en fait, de Majestic 12, qui est assez particulière. Donc, je vais essayer de résumer, ça va être un peu compliqué. Donc, Majestic 12 était divisé en 12 organisations, d'où le 12. Chacun avait un peu son niveau à lui. Et il me semble qu'à un moment, clairement, il y a des gens dans Majestic qui n'ont jamais fait confiance au Grey. Mais il y en a qui sont tellement enfoncés dans leur addiction aux technologies graises qu'ils peuvent leur fournir, et au pouvoir simplement, qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Et donc il y a vraiment des gros problèmes de pouvoir interne. Donc il y a un des gars qui s'appelle Gavin Ross, qui est l'un des directeurs de Majestic, je crois que c'est Majestic 1, qui décide en fait de faire une purge chez lui. Donc pour faire cette purge, qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit moi je vais utiliser Delta Green, parce que je sais qu'ils existent. Donc il arrive à trouver un ancien agent de Delta Green qui est assez connu, qui est Forrest James, donc vous l'avez dans la V1, qui est alcoolique, qui a fait de la merde, qui n'est pas devenu complètement fou, mais qui a provoqué beaucoup de problèmes à cause de son alcoolisme, et donc Camp a décidé de mettre aux arrêts, et il se retrouve à moitié en prison, quoi. Et à ce moment-là, donc, Ross vient me voir, il dit écoute, tu me donnes accès à Delta Green, et je te réhabilite, et on va purger Majestic. Donc Forrest finit par dire ok, tout en croyant, il ne croit pas complètement, il n'est pas non plus neuneux. Ils arrivent à s'infiltrer dans la cellule A, ils arrivent à rentrer en contact avec notamment Camp et compagnie. Les choses se passent très très mal, et en gros, Forrest finit par arnaquer Gavin Ross. Donc il arrive à foutre Gavin Ross en prison, il arrive à purger Majestic avec les gars qui étaient opposés au Grey dans Majestic. Donc la majorité des gens qui étaient pro-Grey en fait se font dézinguer. Il y a un final extrêmement violent entre le vieux Joseph Camp, qui a jamais digéré la mort de Fairfield, et l'enfoiré de Adolphe Lepus. Adolphe Lepus d'ailleurs tente de faire un coup d'état dans Delta Green, dans Majestic 12. Tout le monde meurt. Grosso modo, c'est ça en fait. La vieille garde meurt, les vieux enjeux de Delta Green V1 meurent, à part Gavin Ross et donc Forrest. Et Forrest, à ce moment-là, décide, avec les mecs de Majestic et certaines personnes de l'ancien Delta Green, notamment la responsable du service informatique et communication qui était dans la cellule A, de rejoindre le gouvernement en fait. Et il reforme Majestic en quelque chose de plus sympa, de moins pourri, compagnie. L'une de leurs grandes forces, ça va être justement ils vont aller dégommer la Karotéka. Et donc il y a l'assaut sur l'Estancia, qui est une sorte de... forcément, c'est une forteresse avec plein de zombies qui est au fin fond de l'Amérique du Sud, est un brillant succès. En plus, ils arrivent à bosser avec les Russes, donc c'est génial. Sauf que pas de bol, il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui n'ont jamais accepté
Ils n'ont jamais voulu bosser avec Majestic, et donc en fait ils refusent d'intégrer le nouveau Majestic avec Forest, et ils considèrent que Forest c'est un token. Ça c'est une chose. Et eux ils sont dirigés par Donald Poe, qui est l'un des anciens mecs de Delta Green. Et à côté, il y a le 11 septembre. Et le 11 septembre va complètement rebattre les cartes, puisque Delta Green va être intégré dans l'âge de la Terreur, avec le flicage de tout le monde, avec le fait que la Russie va redevenir de plus en plus belliqueuse, et que donc le GRU va se retirer ses billes et commencer à renforcer en fait, la Russie. Et petit à petit, en fait, on va pousser en fait, pour transformer Delta Green, Majestic 12, en programme. Et le programme, c'est quoi ? Sous l'impulsion en plus de Gavin Ross, en fait, qui était en prison, mais à un moment, Forrest a eu besoin de son aide. Donc il a dit, il n'y a pas de souci, je vous aide, mais après je pars en retraite tranquillou. Enfin, c'est un sujet de scénario d'ailleurs, dans les bouquins que j'ai présentés. Et donc on a le programme. Le programme, c'est quelque chose qui est vraiment backé par le gouvernement, qui existe au sein du gouvernement, mais qui n'est pas complètement officiel, et qui fait en fait office de Delta Green. Et à côté, vous avez Poe et les hors-la-loi, qui sont des cow-boys qui marchent exactement comme dans l'ancien Delta Green. Donc c'est la grande force du bouquin, c'est si vous voulez jouer dans l'âge de la terreur, avec l'idée que vous êtes des contracteurs plus ou moins pour la sécurité américaine et qu'en plus vous n'avez pas toutes ces informations, vous pouvez avoir beaucoup d'emmerdes qui viennent en fait de vos services plutôt que de l'extérieur, vous jouez avec le programme. Si vous voulez jouer à Delta Green classique, vous pouvez jouer les hors-la-loi. Donc ça c'est vraiment bien, il y a deux trucs. Sachant qu'effectivement les hors-la-loi en plus pendant ce bosser avec les friendlies ne sont pas tellement potes avec le programme, on va dire. Donc voilà, on continue la timeline, la guerre d'Irak, quelques éléments sur les dimensions ailleurs, Akadat, le plateau de Leng, et on finit par arriver. Donc ça, comme je dis, là on est qu'en 2007, donc il y a beaucoup de choses. Là on est vraiment sur le lore de la V1 avec l'ouragan Katrina. Rappelez-vous qu'il y a des ghouls qui vivent à Nouvelle-Orléans et ils se sont fait défoncer par le vieux Delta Green avant le schisme. Comment incarner le roi en jaune si vous voulez faire votre campagne dessus. Carcosa, évidemment, ça va de pair. Nos amis les Russes. L'évolution du GRU dont je parlais à la fin du Club Apocalypse, qui était le repère de Stéphane Alzis et de la destinée. La mafia russe, qui a des liens avec le plateau de Leng, je crois. Donc, ils peuvent invoquer des chiens de Tindalos, notamment, sympathique. Les Lyogor, si vous voulez les jouer. Les Queenies, je ne vais même pas essayer de prononcer ça. Je ne sais même plus ce que c'est. La grande race de Hit, si vous voulez la mettre un peu dans la campagne, ça peut être sympa. Hop. Et enfin, on arrive donc vraiment à la fin du fin avec l'ère en fait d'Edward Snowden avec la révélation de secret et avec l'impératif pour le programme d'être encore plus faire attention qu'avant sur tout ce qui peut, sur la divulgation d'informations et tutti quanti. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Ouais. Je vous dis, c'est vraiment Last World Order, c'est vraiment la fin du fin. Ouais. Donc, et vous arrêtez, on s'arrête en 2017. Donc, et là, il y a plein d'éléments supplémentaires pour vous aider sur. De toute façon, que la chronologie est exclusivement sur Delta Green. Il y a très peu d'événements. Très peu d'événements réalistes. Par exemple, il y a le fait que James Comey a été envoyé par Trump du FBI. Et qu'est-ce que ça va impliquer potentiellement pour vos joueurs. Donc il y a une distillation comme ça de petits événements. On arrive au surnaturel, qui est une présentation, il y avait exactement le même chapitre dans Delta Green, au niveau pas du contenu mais de la forme, à savoir vous expliquer qu'en fait le surnaturel c'est comme une sorte de maladie, en fait c'est une sorte d'infection qui arrive dans le cerveau des gens qui sont confrontés à ça et vous ne pouvez pas vraiment vous en débarrasser. On vous donne un truc très classique. Ça peut être qu'est-ce que ça fait d'étudier le grimoire du mythe, les artefacts et compagnie. Et ensuite, on arrive vraiment. Et hop, int, c'est des règles. C'est des petites règles supplémentaires qui vous sont données. Donc là, c'est si vous ne voulez pas lire un tome entier, mais si vous voulez juste le feuilleter. Il y avait ça aussi dans Toulouse classique, il me semble. Ensuite, on arrive évidemment aux grands anciens. On vous explique un peu le pitch. La vérité, c'est parce que justement, eux, ils ont une interprétation qui est spécifique des grands anciens. Delta Green aussi. Tout le monde n'a pas forcément tous les bouts de... toutes les tenants et aboutissants qui pourraient, de toute façon c'est impossible. Et les petites choses en fait qui sont connues, c'est-à-dire que au-delà du surnaturel tel qu'il est, menace que personne ne connaît vraiment, il y a en fait les créatures sentientes qui ont fait qu'on communique avec les hommes. Donc, forcément c'est les migots, les choses très anciennes éventuellement, les ghouls,
C'est assez intéressant de voir qu'ils ont fait un découpage assez simple entre qu'est-ce qui peut être utilisé pour une campagne et qu'est-ce qui ne peut pas être utilisé pour une campagne. Avec enfin la description de la compétence natural qui n'est pas montrée dans le bouquin de base justement. Parce que l'autre bouquin qui est le Agent Guide, qui vous permet de créer des agents, lui, c'est que des règles en fait, c'est pour créer des gens. Les profonds, et ensuite on a donc c'était une créature qui était sur Terre. Maintenant on a les créatures qui sont extraterrestres, donc la grande race, les Liogors et tout ce que vous pouvez imaginer, avec une petite fresque, petite chronologie sur toute l'histoire surnaturelle du monde, quelques tomes, donc là je vais passer très très vite, c'est une liste de tomes, voilà, le Necronomicon, mais ça peut être aussi les notes de Joseph Campbell par exemple, il y a plein de choses, à chaque fois vous donnez des rituels. L'hypergéométrique et la magie, en fait. Donc, ça n'a pas trop changé par rapport. Donc, comme d'habitude, si vous apprenez un rituel, c'est qu'il faut que vous ayez une très bonne raison, parce que utiliser la magie, c'est très compliqué, ça vous perd de la santé mentale, ça peut être extrêmement destructeur. Donc, on vous donne des règles aussi pour les créer, éventuellement, mais c'est toujours c'est assez vénère. Hop, donc nos rituels. Et maintenant, la description des sorts, je vais passer dessus, vous les connaissez, le signe des anciens. La poutre d'Ingazi, et patati et patachmol. Hop, hop. Et enfin, ce qu'on arrive. Ensuite, c'est un peu bizarre le découpage. Et là, on a vraiment la description, c'est le bestiaire. Là, on a vraiment le bestiaire avec les stats qui sont assez vénères. On est vraiment sur la ligne Toulouse. Vous n'essayez pas. De toute façon, en fait, on vous dit si jamais, je parle pas du bestiaire, mais si dans un scénario, on vous présente une menace ou une entité extraterrestre, il y a une faiblesse. Il faut qu'il y ait une faiblesse. Pas dans le sens, il y a une faiblesse dans le monstre, mais il y a une faiblesse présente dans le scénario que vous pouvez utiliser pour soit bannir le monstre. Alors, on n'a pas dit que c'était propre, mais il y aura peut-être quelque chose qui pourra vous aider. En tout cas, là, le descriptif et le bestiaire qu'on a, il est assez foisonnant quand même. On a un peu de tout. On a les profonds, on a les ghouls, on a les couleurs tombées du ciel, on a la grande race de Yid. Donc ça, ils ne sont pas moqués de vous. C'est pas aussi extensif forcément que dans l'appel de Cthulhu, le bouquin de base, mais le travail qui est fait dessus est pas mal parce qu'en plus les descriptions sont assez impersonnelles et froides, telles qu'on pourrait s'y attendre de quelqu'un du XXIe siècle, plutôt que le style très ampoulé, voire très propre des années 20 qu'on avait avec les Liogors, qu'on peut avoir normal dans le bouquin de l'appel de Cthulhu, la version classique de Chaosium. Les Migos. Il y en a beaucoup, accrochez-vous, les hommes serpents, les Shoggoths, la protomatière qui était la protomatière c'était un gimmick de la première édition, c'était les Grecs qui avaient proposé ça. C'était en fait une sorte de l'ADN Shoggoth qu'on vous mettait qui vous permettait d'avoir un peu comme la vicissitude de l'Empire, d'avoir des membres qui s'étendent, une sculpture de la chair, c'était assez glauque. Il y avait une sorte de Terminator, je me rappelle, qui vous poursuivait dans les scénarios de base, qui était fait de protomatière, c'était assez marrant. Les polypes volants, que je trouve pour d'éviter, ceux qui sont par-delà, donc espèces de créatures un peu bizarres, et les gros singes blancs, parce que, gros classique, on finit par les familles sorcières, donc les hommes rares, et les zombies. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ensuite, on arrive sur les grands anciens, donc là, c'est pas vraiment un bestiaire. Il y a des règles sur chacun de tous nos petits potes, Astatoth, Cthulhu et compagnie, mais ces règles sont uniquement pour vous dire qu'est-ce qui se passe quand ils sont présents. Donc ils ont un perte de santé mentale démentielle, aura de pouvoir. C'est pas tellement un truc de stats, on s'en fout. Il y a Cthulhu qui est dans la pièce avec vous, il vous bourre la gueule. Mais c'est pour vous dire éventuellement que par exemple Cthulhu communique par les rêves, que Astur peut avoir différents masques, il y a peut-être pareil, que Glaki est coincé au fond d'un lac. Il y a beaucoup de. Il y a 10, quinzaine, vingtaine de grands anciens qui sont décrits. Alors je dis grands anciens, dieux étranges, dieux extérieurs. Il n'y a pas de dénomination par rapport à ça. Ça c'est le dieu, c'est grand ancien à chauve-souris, je crois, ou c'est Sagota, je ne sais plus. Icoloniac avait un gros rôle dans la VR aussi. Le monsieur qui a une bouche à la place dans la main. Et Yog-Sothoth et son pote Igig. Et après on vous donne un truc qui est plutôt pas mal, c'est comment créer vos propres menaces surnaturelles. Avec des idées, c'est un parasite humain, c'est un grand ancien, je sais pas, et comment. C'est un peu l'idée pour vous aider à mettre en place des propres scénarios, simplement. Et on arrive au schisme, qui est vraiment là, c'est plus vraiment historique, c'est fonctionnellement comment diffère à la fois le programme
et Delta Green. Donc on a le fait que le programme, c'est vraiment une entité, c'est un organisme semi-officiel au sein du gouvernement, avec le découpage très américano-militarisé et de Majestic, qui vient de Majestic aussi, avec des différentes organisations, chacun ayant son truc. L'idée, c'est que vos joueurs ont peut-être une certaine vue de l'ensemble, mais pas. Enfin, le moins vous en savez, en fait, le mieux c'est. Donc après, il y a des procédures de recrutement et vous ne saurez jamais toutes les informations que vous voyez là. Vous les aurez jamais en fait en jeu. En jeu, vraiment les informations qu'on vous donne par rapport. Après, libre à vous de l'intégrer à la campagne, mais je pense que c'est plus pour faire plaisir aux MJ qui se disent je fais vraiment un truc un peu différent de Delta Green classique qu'autre chose. Après, techniquement, vous avez plus facilement accès au matériel. Il y a les green box, donc les boîtes vertes qui vous permettent de récupérer du matos ou des indices. Mais les outlaws peuvent le faire aussi. Mais techniquement, le programme a quand même beaucoup plus de moyens que le Delta Green classique. Gavin Ross, dont je parlais, qui est devenu le directeur, qui a changé de nom, qui s'est passé pour John Smith. Il y a un descriptif en fait, des PNJ qui sont assez importants qui dirigent en fait, simplement. Donc ça c'est l'ancienne chef Crompton qui était responsable du vieux Delta Green des communications. Et c'est des portraits en fait, qui sont utilisés. Après, encore une fois, je ne sais pas trop si ça va être très utile durant le jeu. Peut-être introduire un ou deux PJ si vous faites vraiment une campagne qui est centrée sur le programme lui-même avec un jeu plutôt que juste faire des one-shots. Après, ils n'ont pas encore sorti de campagne là-dessus. Toutes les campagnes que j'ai vues, c'est vraiment des trucs. Soit c'est pluri Delta Green, donc vous pouvez jouer les outlaws ou le programme, soit ça n'a pas vraiment d'importance. Donc il y a vraiment à boire et à manger. Ils ne sont pas moqués de vous. Il y a quand même une cinquantaine de pages sur le programme. Tout est décrit en programme et on finit par Gavin Ross. Des enfoirés. Et truc assez triste, mais ça c'est vraiment, encore une fois, je pense que c'est un bouquin qui est très intéressant pour de nouveaux joueurs qui veulent faire du tout différemment, mais il y a quand même énormément de liens sur la V1. Et si vous n'avez pas lu la V1, alors peut-être que vous achèterez la nouvelle version, le supplément qui s'appelle La Conspiration qui retrace ça avec les nouvelles règles, mais il y a plein de PNJ en fait qui viennent de la V1. Ça par exemple, Jean Coles, en fait c'est une pauvre fille qui avait un pote qui est devenu une goule, qui lui a fait lire le bouquin sur le culte des ghouls, et elle est devenue ghoul elle-même, mais agent de Delta Green. Et en fait, elle est devenue complètement folle. Et dans la V1, elle arrive à peu près à se stabiliser. Et dans la V2, elle a zéro santé mentale. Parce qu'en fait, elle a tellement, vu qu'elle mange des gens à chaque fois, pour prendre leur apparence, elle sait même plus qui elle est. C'est assez tragique. J'avais trouvé ça assez horrible en fait en lisant ça. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Ensuite, les Outlaws, donc c'est les cowboys, qui sont un peu les classiques, ils ont beaucoup de friendlies en fait. Ils bossent plutôt avec des friendlies alors que le programme, à l'inverse, ils sont censés être carré. Il y a des relations assez tendues avec le programme. Après, ils sont pas non plus hostiles, c'est pas Majestic, c'est pas trop le délire. Et ensuite, on vous explique un petit peu, sachant qu'il y en a qui passent à l'ennemi de temps en temps. On vous donne un peu comment ça marche avec, quand on parle des green box, les couvertures. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus roots en fait que le programme évidemment. Et on vous donne toutes les informations à chaque fois, comment ça se passe, tac. Contacter la cellule A si ça se passe très très mal, comment une personne est recrutée. Et on a ensuite un descriptif des personnes importantes, donc c'est de Nalpo. Ça c'est que des mecs de la V1 quasiment. Emile First c'est un chaman je crois, les autres c'est des nouveaux. Ça j'aime beaucoup, c'est un mec du FBI à la retraite qui était devenu complètement défoncé aux analgésiques. Il se fait justement sa retraite, il s'est fait pincer par des flics avec genre 10 kilos de painkillers dans son coffre. C'est vraiment et c'est des trucs finalement qu'ils font pour éviter de péter des plombs. Ils deviennent tous addicts ou à moitié fous. C'est un grand classique de Delta Green évidemment. Et après, en plus intéressant, je pense, pour les joueurs, on vous dit ce que le programme et les cowboys savent. Et donc, ça vous permet de savoir si jamais vos joueurs doivent contacter leur supérieur, qu'est-ce que le supérieur peut leur dire sur certaines informations opérations. Qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Donc, ils ont les grandes lignes, ils savent que les grands anciens vivaient, ils connaissent les Grecs, ils connaissent les Nigauds, ils connaissent les ghouls. Pas mal, forcément, les profonds, ils sont très, très au fait. Et ce qui est bien, c'est que la cellule A par rapport au programme a un gros avantage. Enfin, les cowboys, c'est qu'ils ont tout l'historique de Joseph Camp et beaucoup d'informations qui datent du Delta Green que n'a jamais récupéré le programme.
Ensuite, l'opéra. Donc, l'opéra, c'est une l'opéra, c'est un euphémisme pour décréter une opération spéciale, enfin un scénario de Delta Green, donc une mission d'envoyer les agents pour enquêter sur une menace sur le surnaturel. Et là, il y a des très 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 bons trucs, très très bons. Vraiment, c'est d'excellents conseils qui permettent de rendre Delta Green différent de Cthulhu, en vous expliquant que finalement, c'est pas tellement les monstres qui sont importants, c'est les humains, que de toute façon, vous pouvez mourir à tout moment, que la vraie source de peur et le principal élément de Delta Green, c'est l'inconnu. Mais pas dans le sens Lovecraftien, il y a un truc que je sais pas, c'est juste que là, en fait, vous êtes des couillons qui sont envoyés sur place par des gens qui sont clairement pas au fait de tout ce qui se passe, vous n'avez aucune information, ou le strict minimum, et vous devez vous démerder avec ça. Et si vous regardez bien, les scénarios de Delta Green sont hyper décrits pour le maître du jeu, mais si vous les jouez tel quel par rapport au briefing, dans les briefings, il n'y a rien du tout. Ou des trucs vraiment, je sais pas, genre Tartampion est mort à 10h, on a retrouvé un artefact à côté de lui. Et après, c'est à vos joueurs vraiment de tout retrouver. Et il est sûr que. Et la grande perversité du jeu, c'est que vos joueurs veulent en savoir suffisamment pour neutraliser la menace, mais ils veulent pas en savoir trop pour pas devenir fou. Et c'est très très malin. Enfin, puis il y a un côté très cruel sur le fait que la majorité des menaces sont en fait des retombées d'opérations précédentes par Delta Green, qui a fait du caca. Et c'est à vous de nettoyer ce caca. Il y a un côté, grosse parodie, grosse pastiche du complexe militaire-industriel américain. On sait très bien que la CIA fait tellement d'opérations terribles à travers le monde qui, en fait, ont créé plus de problèmes en fait, que c'est non résolu. Je trouve ça assez drôle. Éventuellement, créer une campagne, si vous voulez. Alors, je ne vous conseille pas parce que, enfin, pourquoi pas, hein, mais les campagnes sont vraiment plutôt pas mal, en fait, dans celles qui vous sont proposées. Toutefois, c'est plus sur l'aspect historique, c'est qu'on vous propose de jouer par dizaines d'années, par décennies d'années, et éventuellement, si vous voulez pas jouer dans les années 2010, vous pouvez jouer en 1930, quand c'est encore à l'OSI, il y a plein de petites choses différentes. Et comment créer un scénario. Et c'est là où je ne vais pas me répéter, donc la perte de contrôle, le risque, le caractère incertain de ce qui se passe, l'envoi immédiat dans le mystère, et puis après... Qu'est-ce qu'on peut faire, comment créer des PNJ. C'est plutôt pas mal, il y a quand même 4-5 pages de bons conseils, de création, c'est assez rare dans un jeu de rôle d'avoir ça. C'est tout à leur honneur, c'est vraiment très bien foutu. Et enfin, donc, les appendices, donc il n'y en a qu'une seule qui est vraiment intéressante, c'est les Sentinelles du Crépuscule, Opération Fulminate, qui est un scénario. Scénario assez particulier puisqu'il implique les grands bonhommes dont je parlais, ces trucs-là, qui sont des créatures qui vivent sous terre, qui ont un problème. Ils ont un problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à se reproduire. Et en fait, dans les années 80, il y a un gamin qui est parti avec ses vacances dans le parc de Yellowstone. Je crois que c'est Yellowstone, je ne sais plus. Et hop, le gamin disparaît. Dans le Yosemite, pardon. Et 20 ans plus tard, le scénario c'est ça, 20 ans plus tard, il y a un garde forestier au Yosemite qui dit on a retrouvé un gamin. Et on pense que c'est le gamin qui a disparu il y a 20 ans. 30 ans maintenant. Et donc, c'est les gens de Delta Green qui doivent aller sur place pour comprendre ce qui se passe. Sachant qu'en fait, vous avez toujours un compte à rebours, puisque vous avez à peu près 48 heures avant que le FBI arrive sur place. Et que les parents arrivent sur place et compagnie. Donc vous n'avez vraiment pas trop de temps pour agir. Votre but, c'est, on vous dit, il faut trouver l'enfant, l'identifier, déterminer s'il y a une force surnaturelle en présence, et retirer la force surnaturelle. Et ensuite courir vos traces. C'est très important. Et donc ce qui va se passer, c'est que le petit enfant en question, il va revenir effectivement, mais les grands Indiens veulent le récupérer. Et les grands Indiens aussi, ce qu'ils ont essayé de faire en attendant, c'est de cloner le gamin. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous trouvez un gamin, en fait, ok, c'est bon, on le protège, et puis vous apercevez que le gamin, en fait, il a été un peu modifié génétiquement. Donc il a des pouvoirs psychiques, il a des portes qui sont toutes seules, il y a des télés qui explosent. Puis après, il y a un deuxième gamin qui apparaît, et qui est identique au premier. Et qu'est-ce qui se passe? Et alors, c'est ensuite, donc il y a une sorte... l'essentiel du scénario se passe dans la zone où a le gamin disparu, et au niveau d'un relais de rangers, où il y a des campeurs, il y a des rangers, il y a des backpackers, et vous allez être attaqué par donc les grands Indiens ne vont pas forcément vous attaquer directement, mais ils vont envoyer soit du contrôle mental, soit des Moonchild, qui sont des créations, des reproductions en fait ratées, donc des espèces de petits enfants terribles qui vont essayer de vous attaquer. Donc ça va faire une sorte de ça peut faire potentiellement un fort Alamo assez glauquissime et assez incroyable. Sachant que les grands Indiens en soi, moi ça m'a un peu laissé de marbre parce qu'ils ont tous les pouvoirs possibles, ils sont extrêmement violents. Et leur but c'est de récupérer le gamin. Donc vous avez la difficulté du jeu, c'est souvent on voit ça sur les commentaires sur Reddit, c'est des mecs qui ont mis le gamin dans la bagnole, qui ont essayé de se barrer en courant, sauf que ils se sont retrouvés des petits gamins
tout pâles qui sont montés sur le capot ou qui ont crevé les pneus. Enfin, c'est une des solutions. Voilà, on vous dit soit vous rendez le gamin aux Indiens, soit vous flinguez le gamin. Mais bon, ce qui serait super, c'est si vous arrivez justement à sauver le gamin et qu'en plus les grands Indiens sont tués. Mais alors là, bonne chance que vu les stats qu'ils ont, ça paraît assez compliqué. Et on finit par le fait de la cover-up, donc essayer de cacher vos traces, qui est toujours très 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 important. Donc moi je l'ai lu, je voulais le faire jouer dans une petite convention, peut-être un peu compliqué. Enfin en tout cas, comme je dis, c'est la menace, moi c'est plus le fait qu'il y ait des grands Indiens qui rendent compliqué le truc, le fait qu'il y ait des petits enfants partout, un peu chelou, ça marche plutôt bien. Avec les backpackers, avec les rangers, mais pourquoi pas essayer. Hein. Après, dans le PDF Need to Know Basis, qui est maintenant traduit en français, vous avez un tout petit scénario qui s'appelle, j'ai plus le nom, mais qui était un ancien shotgun scénario. Donc un scénar qui avait été créé par des fans et qui a été un peu transformé pour devenir officiel par les gens de Arc Dream Publishing, qui est pas mal, qui est tout simple, vraiment tout simple pour introduire Delta Green. Ça implique un bidon, non, une fosse septique et quelqu'un dedans. J'en dirai pas plus. Vous pouvez lire le PDF, je crois qu'il est gratuit sur internet. Donc voilà, le Hunter's Guide qui est un gros bébé qui vraiment montre un Delta Green différent, un Delta Green qui a complètement changé et qui a tout ce qu'il faut pour le MJ. Bien évidemment, c'est couvert de spoilers, c'est pas du tout fait pour les joueurs. Il y a des trucs un peu plus bon, le bestiaire et tout. C'est vrai que quand vous avez lu tout 3-4 fois, ça fait un peu redite, mais par contre, le schisme entre les deux Delta Green est très original et l'historique, rien que l'historique en fait un supplément qui est indispensable pour tout amateur de Delta Green. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est plus, alors, il y a beaucoup de conseils, il y a plein de choses qu'il faut. Donc ouais, absolument incroyable. Autant pour le guide du joueur quelque part, pour le laisser de côté, parce que si vous n'êtes pas fan du système, vous pouvez repasser au système Chaosium classique. Autant ce bouquin-là, lui, il est indispensable. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour faire un jeu de Delta Green, à part les règles pour joueurs, mais bon, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis j'essaierai de faire le dernier bouquin qui est le guide de l'agent, qui, bon, voilà, c'est un peu moins intéressant parce que c'est que des règles, mais je pense que c'est plutôt pas mal, et j'espère que ça va vous motiver pour éventuellement acheter le bouquin, le PDF, ou kickstarter la nouvelle version française qui va sortir dans pas longtemps. Et voilà, allez sur ce, bonne soirée, et à la prochaine. Salut!